bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre travail au sein de la Maison des Canuts, s'il vous plaît? Alors moi je suis guide conférencier, formé au tissage, parce que ici en fait on va expliquer l'histoire, le patrimoine lyonnais industriel à travers de la soie, mais surtout au travers des ouvriers que sont les canuts. Donc on a un site partagé en deux parties, une partie muséale qui peut être visitée librement et une partie avec les visites commentées où on a un atelier en face de la rue d'Ivry. Et là on a le métier à tisser, on fait des démonstrations de quelques lignes de tissage sur un métier à bras avec mécanique jacquard, donc un métier qui a un peu plus de 150 ans. Et on a aussi les traboules de la Croix-Rousse que l'on fait visiter le samedi en général. Et est-ce que vous pouvez nous résumer un peu ce que sont les canuts? Les canuts, ce sont les tisseurs de fils d'or, d'argent et de soie de la ville de Lyon. On les appelle comme ça à partir du 19e siècle, mais cette tradition de la soie, ce savoir-faire, perdure depuis le 16e siècle. Et pourquoi les maisons des canuts? Ça, c'est par rapport au jacquard. Parce que quand Jacquard, en 1804, invente son mécanisme, les métiers deviennent trop hauts pour les anciennes maisons de l'époque. Donc là, il faut 4 mètres de hauteur sous plafond, et plutôt que de détruire pour reconstruire, on construit en périphérie de Lyon, donc dans des villes indépendantes. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de jacquard alors? Jacquard, il a regroupé des inventions qui avaient été faites par d'autres pour pouvoir concevoir un mécanisme qui fonctionne avec une carte perforée. Donc la carte perforée, en fait, c'est le programme et ça commande toute la levée des fils sur la machine. Pour notre dernière question, nous animons une radio qui s'appelle Résistance. Comment résister à la Maison des Canuts? En fait, on résiste en ayant un peu l'état d'esprit d'époque, avec la solidarité, la volonté d'innover tout le temps, et puis de penser à d'avenir meilleur, avoir confiance aussi en l'humanité. Voilà, c'est un peu ça. Eh bien, merci beaucoup. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce que vous faites comme visite? Alors, je m'appelle Nicolas Le Breton et je fais donc depuis 1 an et demi, je propose des visites sur l'histoire ésotérique de Lyon. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques personnalités historiques? Eh bien, vous avez Proudhon, dont la doctrine a beaucoup été influente chez les canuts en particulier, donc chez les tisseurs de soie lyonnais. Proudhon a été lyonnais pendant plusieurs années et c'est au contact aussi de ces canuts lyonnais qu'il a développé ses théories. Et comment évolue la franc-maçonnerie entre le XVIIIe et le XIXe siècle? Alors, il y a une grosse différence, si vous voulez, entre les francs-maçons du XVIIIe siècle et les francs-maçons du XIXe siècle, tout simplement parce qu'entre les deux, il y a cette grande césure qui est la Révolution française et qui, pour de multiples raisons, va complètement changer le recrutement des loges. C'est-à-dire qu'avant la Révolution française, vous aviez beaucoup d'ecclésiastiques, des hommes de foi, des nobles qui étaient dans les loges maçonniques, et puis après, on va avoir une majorité de gens qui vont faire partie de la bourgeoisie ou, comme c'est le cas ici sur la Croix-Rousse, des loges qui vont accueillir beaucoup de canuts. Voilà. Alors par contre, les loges de canuts, ça va pas beaucoup plaire aux autorités et elles vont être surveillées de près. Hein. Voilà. Donc c'est effectivement une histoire. Alors c'est une histoire qui est multiforme, dans laquelle j'essaie de rentrer un petit peu toutes les nuances, hein, parce que c'est voilà, il y a à la fois de l'histoire sociale, de l'histoire politique, de l'histoire économique, voilà, et tout ça. La franc-maçonnerie, elle est un peu le reflet de tout ça aussi dans ces époques qui sont quand même souvent assez troublées. Quel échange y avait-il entre les deux? Principalement une influence de la franc-maçonnerie au niveau de ses idéaux. C'est-à-dire qu'en fait, les canuts qui ont fait ces fameuses révoltes des canuts cherchaient par tous les moyens à trouver des moyens d'entraide. Et au-delà, ils cherchaient de la justice sociale. Et effectivement, les idéaux de la franc-maçonnerie ont rejoint un peu tout ça. Alors, il n'y a pas d'influence nécessairement directe, mais on a eu en particulier une loge de canuts composée majoritairement de canuts qui s'appelait les Amis des Hommes, et effectivement où ils se retrouvaient tous pour échanger avec des idées réformistes et des idées républicaines. Comment résiste-t-on quand on fait des visites sur des lieux ésotériques? Est-ce que ça apprend à résister? Historiquement, l'ésotérisme, il naît toujours dans des périodes difficiles, des périodes, alors je pense par exemple les Rose-Croix. Hein. Le mouvement Rose-Croix, c'est un mouvement du XVIIe siècle, il apparaît pendant les guerres de religion. C'est des mouvements qui apparaissent quand les gens se disent, au-delà des dogmes, est-ce qu'il n'y a pas des choses en commun qu'on peut trouver? Mais ils sont rarement bien appréciés. Il y a toujours, quand on a un conflit comme ceci, ils sont rarement bien appréciés du gouvernement et parfois de la population générale. Et donc tout ceci fait qu'ils se rencontrent discrètement dans des lieux cachés, etc. Et pour maintenir, si vous voulez, un dialogue. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.